Nous connaissons tous quelqu'un qui s'est blessé au moins une fois en courant. Peut-être que vous faites partie vous-même de ces personnes. Trop, trop vite. C'est un constat que j'entends très souvent quand je discute avec des experts de la santé, quand je leur demande la cause principale des blessures chez les coureurs. La faute certainement à notre mode de vie où l'on veut tout, tout de suite. En course à pied, la blessure n'est pourtant pas une fatalité. Pour l'éviter, il existe une méthode que nous pouvons tous appliquer. Cette méthode, c'est celle de la quantification du stress mécanique, mise en avant par la clinique du coureur. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons vous parler avec Michael Talks, ostéopathe et trailer en compétition, de la manière de quantifier ce fameux stress mécanique, ainsi que de la prise en charge des blessures et cette prévention qui est si souvent négligée. Je vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue dans Au-delà du mur, le podcast dédié à tous les passionnés de l'asphalte, de la nature ou de la piste. Ici, nous allons explorer les recoins de l'univers de la course à pied, que vous soyez novice ou que vous ayez déjà plusieurs dossards à votre actif. Au fil des épisodes, nous plongerons au cœur de la préparation physique et mentale, nous décortiquerons les secrets d'une nutrition équilibrée et nous nous pencherons sur les enjeux cruciaux de la santé pour vous permettre d'atteindre vos objectifs en toute sérénité. Si vous recherchez des avis d'experts, des témoignages de sportifs, des conseils pratiques pour vous aider à améliorer votre condition physique, à renforcer votre mental et à optimiser votre alimentation, tout ça dans la bonne humeur, vous êtes au bon endroit. Prenez une profonde inspiration, relâchez toutes les tensions, votre voyage au-delà du mur commence ici. Michael Talks, bonjour. Salut, Comment tu vas? ça va bien, merci et toi? Génial, génial. Mon cher Michael, ostéopathe en Valais, donc à Sion, expert de la clinique du coureur, spécialisé dans la gestion des blessures et également ambassadeur pour la marque Revario que j'adore, qui est également située à Fribourg. Il y a des choses hyper intéressantes sur ton profil Instagram. Tu partages régulièrement des cas cliniques ou en tout cas des expériences que tu as eues avec des patients. Oui, exactement, ouais, j'aime bien partager un peu, soit des expériences, soit des petits partages d'études en fait sur ce qui se fait en course à pied, de manière un peu résumée, où je me base pas mal des résumés de ces études-là, mais de manière à ce que tout le monde puisse un peu comprendre ce qui se dit. Ouais, j'aime bien partager tout ça aussi sur des petits tips sur prise en charge de blessures, prévention, etc. C'est important pour toi de rendre accessibles les informations liées à la prévention et au traitement des blessures. Ouais, c'est super important en fait. Je me suis mis un peu une mission avec ça parce qu'en fait en course à pied, il y a plein de mythes qui existent. Il y a plein de choses que les gens croient être bien ou pas bien et que fondamentalement, c'est des choses qui sont ancrées, des pensées qui sont ancrées et qui sont pas du tout justes. Et je trouve ça dur à entendre, que ça soit au quotidien, dans des discussions, au cabinet, des choses qui sont pas correctes, mais qui sont véhiculées depuis des années, qui sont entretenues par pas mal de gens, pas mal de marques ou comme ça. Et donc, je trouve important d'essayer de casser ces mythes et ces pensées qui sont bien figées dans la société actuelle. Est-ce que tu penses que justement ces fausses croyances, ou alors après, qui prétendent détenir la vérité, mais est-ce que tu crois que ces croyances-là, ça peut aussi empêcher certaines personnes de consulter quand elles sentent qu'elles ont mal? Bon, alors dès qu'il s'agit de blessures, je pense pas. Après, c'est pas forcément lié aux croyances. Du moment qu'il y a une blessure, à un moment donné, les gens, c'est plutôt la gestion de la blessure en soi qui fait que les gens ne vont pas forcément consulter en soi. C'est parce qu'ils croient X ou Y chose. Pas mal de gens sont réticents à les consulter par peur d'un diagnostic, de devoir peut-être lever le pied ou comme ça. Et c'est plus des craintes peut-être de ne pas consulter ou de la méconnaissance sur certaines pathologies. Après, c'est pas forcément les croyances. Les croyances, elles sont plus liées
pourquoi, par exemple, la course à pied n'est pas fait pour moi, pourquoi, voilà, moi j'ai mal au genou, je peux pas courir, on m'a dit que je pouvais jamais courir. C'est ce genre de choses que j'aime bien essayer de casser, au maximum. Après, c'est clair que les croyances chez certains, en fait, fondamentalement, ça peut être juste. C'est juste que scientifiquement, par des études, par des recherches, il y a pas mal de choses qui se disent. C'est vrai que quand on valide quelque chose lié à la science, on peut se dire que c'est pas la vérité absolue, mais on s'en approche quand même pas mal. Et c'est ça que j'aime bien mettre en avant par rapport à certaines croyances. Hmm. Et si on prend par rapport à tes pairs, qui sont très certainement nombreux dans le Valais, c'est quoi, qu'est-ce qui te distingue justement par rapport à eux? Par rapport à mes confrères, tu dis, et Oui, consoeurs, oui, euh, en ostéopathie donc. absolument, oui. Ce qui se passe, c'est que beaucoup de pathologies, notamment en course à pied, euh, ne sont pas du domaine de l'ostéopathie, en gros. Hmm. C'est une pathologie, voilà, d'irritation, de surcharge, et l'ostéopathie, elle n'a pas une grande place dans la prise en charge et le traitement de ces choses-là. Si ce n'est que voilà, on peut lever des déséquilibres qui peuvent générer un peu d'irritation, mais en général, il y a une connaissance à avoir sur la pratique du sport en question, sur ces pathologies spécifiques qui font que la prise en charge, on peut aller vers un processus de guérison et qui sera pas en fait dicté par le traitement ostéo en soi. C'est plus les conseils et l'adaptation en fait de ce qui se passe autour de ça. Moi, je dis souvent, je suis pas coach, je suis thérapeute, mais dès qu'il y a une pathologie liée à ça, à la course à pied, je fais un peu du coaching de la douleur. C'est-à-dire qu'on va beaucoup travailler sur la mise en charge progressive liée à un plan, etc. Et des confrères, consoeurs ostéopathes qui ont pas forcément connaissance de la pratique de la course à pied ou de ces pathologies spécifiques ou de comment prendre en charge ça, effectivement, ils seront peut-être un peu plus limités. Le traitement ostéo en soi restera le même, mais c'est plus sur ce qui se passe autour et comment faire après pour pas que le patient, après, il reparte dans ses travers directement. Mhm. Il y a deux choses extrêmement intéressantes dans ce que tu dis. Alors, il y a ce que tu viens de dire par rapport à l'expérience de l'ostéo qui est lui-même pratiquant d'un sport. Donc, c'est sûr que c'est des expériences et puis c'est des sensations que toi, tu ressens également. Mais il y a également aussi le côté ostéopathe. C'est vrai que bien quelquefois, je me suis posé la question, je me suis dit, mais comment est-ce qu'on en vient à atterrir chez un ostéo? Alors moi, bêtement, ostéo, je me dis, oh, si ça commence à craquer, etc. Ou j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelque chose qui est cassé, je vais chez l'ostéopathe. Mais dans quel cas de figure est-ce que il faudrait consulter un ostéopathe comme toi? Donc, alors, tu es spécialisé dans la course à pied, dans le trail, bien évidemment. Mais dans quel cas de figure est-ce qu'il faut consulter un ostéo? Bon, alors après, ostéo, enfin, je veux juste rebondir par rapport à avant, une petite parenthèse, c'est que j'ai quelques collègues ostéo qui sont aussi, par exemple, experts ou certifiés la clinique du coureur, donc je suis pas le seul à avoir ces connaissances-là. Mhm. Ça, c'est Bien important sûr, à bien sûr. mentionner. Dans d'autres cantons, il y en a d'autres, etc. Mhm. Après, par rapport à quand venir consulter, je dirais du moment en fait, il y a une douleur, du moment qu'il y a une problématique, une douleur, comme j'aime bien le souligner avec tout le monde, que ça soit dans le sport, dans la course à pied, dans d'autres sports ou hors du sport, une douleur, c'est pas normal. Mhm. Le fait d'avoir mal à quelque part, c'est pas normal. Maintenant, une douleur qui est là, si la plupart des gens, ce qui n'est pas spécialement le cas, d'où mes petites un peu publications sur les réseaux comme ça, quelqu'un qui a mal, qui va prendre au sérieux cette douleur rapidement de lui-même, qui va chercher à comprendre pourquoi, il aura peut-être pas besoin d'aller consulter tout de suite quelqu'un, peut-être qu'il va pouvoir gérer lui-même un peu ses charges liées, par exemple liées au sport, gérer sa charge. Maintenant, une douleur voilà, qui dure, que la personne ne sait pas pourquoi elle a mal ou ne veut pas le savoir, etc. C'est pas normal. Et je pense qu'il faut consulter quelqu'un. Après, ça peut être de l'ostéo, ça peut être un médecin, ça peut être de la physio, ça peut être pas mal de choses. L'avantage qu'on a, moi, en tant qu'ostéo, c'est que on est une profession de premier recours. Donc, les gens peuvent directement venir chez un ostéopathe consulter sans devoir passer par le médecin ou par d'autres intervenants.
Donc on peut très rapidement en fait pouvoir discuter avec le patient et puis prendre en charge cette problématique-là. Et en ostéopathie, on a aussi le temps de prendre. On peut prendre le temps en fait de discuter, ce qui est peut-être pas le cas de toutes les professions médicales où ils sont beaucoup cadrés par ce timing. Mm. Si justement il y a, ce côté très intéressant chez toi où tu es également un sportif, c'est ce que tu disais par rapport aux blessures, comment savoir à quel moment il faut consulter une douleur, c'est pas forcément normal. Tu es un sportif, alors pas du tout du dimanche parce que tu t'entraînes 6 à 7 fois par semaine, donc quasiment tous les jours. Euh, pour les personnes qui débutent la course à pied, pour les amateurs ou les personnes qui reprennent après un moment de pause, le corps il a tendance à envoyer un certain nombre de signaux qui sont plus ou moins irréguliers. Ça vient pas systématiquement en fonction des sorties, c'est peut-être la cheville, c'est peut-être le genou, etc. Donc comment est-ce que, comment ne pas faire, ne pas crier au loup systématiquement quand il y a une douleur et comment justement éviter de passer à côté de quelque chose qui pourrait être hyper important selon toi. Mhm. Ouais. Euh, Ouais, bah c'est clair, hein, du moment que tu te remets à faire de la pratique, le, le corps il va subir un peu et sitôt que ses charges vont être peut-être un petit peu trop élevées, ça va crier un petit peu sur certaines zones. Je pense qu'effectivement, il faut pas s'alarmer à la moindre petite douleur tout de suite. Cela étant que, comme je dis, pour moi, ce qui me paraît très important, il y a une douleur, tu vas faire une sortie, tu as mal tout à coup à la cheville. C'est déjà de pas minimiser, de pas faire l'autruche comme pas mal de gens font, puis que droit derrière, le lendemain, ils te renvoient un entraînement ou un autre sport ou comme ça sur cette cheville. C'est de dire, OK, là, j'ai mal. Pourquoi? Tiens, aujourd'hui, je suis allé plus rapidement, j'ai fait un peu plus long, j'ai changé de chaussures, j'ai essayé de comprendre. Donc, tu prends au sérieux la douleur, tu cherches un peu à comprendre, ce qui te permet de toi, de ton côté, du côté de la personne, de- d'activer des leviers qui vont dire, OK, là, j'ai mal, j'ai fait ci, je lève un petit peu le pied pendant 2 jours, ça se calme. Si ça passe, c'est bon, je peux reprendre, c'est pas un souci, pas besoin d'aller consulter. Et ça, c'est normal, des petites tensions, des petites douleurs. Le corps, ça veut dire qu'il s'adapte aussi aux charges. Si elles passent rapidement, c'est OK. Pour moi, du moment qu'une douleur, soit elle revient à chaque fois, elle passe, mais elle revient à chaque fois, ou qu'elle dure, en général, j'aime bien dire, si il y a un problème qui persiste durant une semaine et qui passe pas comme ça par la gestion de tes efforts, de tes activités, qu'elles soient quotidiennes ou sportives, je pense que là, ça vaut la peine de consulter. Parle de, j'aime bien dire, à peu près une semaine, quoi, disons. Mhm. On a commencé un petit peu à entrer dans le genre de diagnostic que j'imagine que tu fais avec tes patients. Donc, si on se plonge dans les blessures les plus fréquentes que tu as, alors tu es ostéopathe, j'imagine que tu n'as pas que des sportifs, mais le propos aujourd'hui, c'est de se concentrer sur les sportifs. Si on Mhm. prend les typologies que tu as le plus l'habitude de voir comme type de patient, ça serait quoi les problèmes qu'ils ont? Alors, j'ai pas, moi j'ai beaucoup de patients qui viennent de la course à pied justement. C'est le gros de ma pratique et donc du coup c'est des pathologies propres à la course à pied, c'est-à-dire que on en dénombre une trentaine à peu près de blessures vraiment typiques qu'on trouve dans d'autres activités, voire en dehors du sport, mais qui sont très présentes en course à pied. Et les problématiques les hyper fréquentes, c'est les deux problèmes au niveau du genou, c'est-à-dire c'est les syndromes fémoro-patellaires, donc les douleurs devant le genou, les problématiques de syndrome de l'essuie-glace, donc les problématiques à l'extérieur du genou. Euh, c'est beaucoup de problématiques de tendon d'Achille, par exemple, ou de fascite plantaire, donc l'irritation sous le pied, Mhm. ou aussi énormément des problèmes bas du dos et puis des tendinites du moyen fessier ou des boursites, donc face externe de la hanche. Ça, c'est les problématiques qui reviennent le plus souvent. Après, voilà, il y a d'autres choses. Il y en a d'autres, quoi. Il y en a une trentaine, mais je dirais que c'est celles que j'ai énumérées, qui sont le plus fréquentes. Les périostites, éventuellement, les périostites tibiales, qui reviennent assez souvent aussi.
Hmm. Si j'écoute un peu la liste que tu me fais, la liste des commissions ou la liste des horreurs, c'est un peu rajouter enfin, de l'eau au moulin des gens qui pratiquent la course à pied. Toutes les blessures, toutes les pathologies dont tu me parles, est-ce que c'est les pathologies qui touchent toutes les catégories de coureurs ou une catégorie spécifique de coureurs? Alors ça touche toutes les catégories de coureurs. Mhm, Bien sûr qu'après, plus tu vas dans le haut niveau, mhm, plus il y a un encadrement et puis un encadrement qui va tout de suite émettre un petit peu des signaux d'alerte sur les douleurs. Donc les gens seront un peu, les coureurs seront un petit peu plus cadrés, ce qui fait qu'on n'en vient peut-être pas à autant dans la pathologie que ça. Parce que c'est soigné très rapidement, justement. La douleur, elle est prise au sérieux. Et puis, du coup, très rapidement, ça passe, finalement. Mais après, sinon, c'est chez tous les coureurs, effectivement, de gens comme moi qui font régulièrement, qui ont une grosse charge, mais qui n'est pas professionnel du tout, ou des gens qui débutent. Il y a un peu ça chez tout le monde. Fondamentalement, on est dans beaucoup de pathologies, si on veut, sont des pathologies de surcharge. C'est que il y a tout à coup un trop vite, trop fort sur les structures du corps, les structures et les tissus vivants, qui font qu'ils s'irritent et du coup, il y a une problématique. Ça, c'est le plus fréquent et ça, c'est vrai que des gens qui courent occasionnellement ou qui se mettent à pratiquer par exemple la course à pied, ces problématiques, elles sont très fréquentes chez eux parce que très rapidement, ils sont dans le trop vite, trop fort par rapport à ce que leur corps peut tolérer. Après, il y a des problématiques de répétition aussi qui sont là un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y a tout le temps une gestuelle qui est faite. Finalement, le corps du coureur n'est pas apte à tolérer ça. Et là, de nouveau, il y a de l'irritation qui entre en ligne de compte. Mais après, fondamentalement, tu les trouves chez tous les coureurs. mhm. J'ai beaucoup aimé alors, le côté fatalité, ce n'est pas une fatalité, effectivement, parce que c'est les blessures. J'entends très régulièrement des gens autour de moi qui pratiquent l'accès sur la course à pied ou le trail qui me disent j'ai ça, le syndrome de l'essuie-glace, je me suis fait l'essuie-glace, Mhm. syndrome fémoro-patellaire. Patellaire, Voilà. ouais. Le Syndrome syndrome, rotulien. voilà, syndrome rotulien, etc. Et puis, la synthèse, enfin, je voulais justement que tu le prononces, et puis tu l'as prononcé, je te remercie. C'était vraiment cette volonté ou ce besoin du trop, trop vite. Et c'est un péché, une erreur peut-être que commettent toutes les personnes quand elles débutent un sport. C'est vraiment, tu te dis, tu commences à course à pied, demain tu t'enfiles tes baskets, tu pars pour 10 kills, après-demain t'en fais 13, ensuite tu fais plus rien pendant 4 jours parce que t'as mal partout, ensuite tu recommences, t'en fais 16 Mhm. kilomètres. Comment se retrouver, comment se situer, je dirais, toujours dans la bonne limite? Parce que j'imagine si on veut progresser, il faut quand même rester dans la stimulation du corps, donc c'est du vivant, donc il faut quand même provoquer un certain nombre de chocs pour qu'il y ait des bouleversements pour que notre corps s'adapte. Mais comment faire pour justement provoquer uniquement les modifications qui vont nous apporter des bénéfices et pas rentrer dans l'excès qui va générer des blessures? Alors, ça, c'est propre à chacun, hein. C'est vrai que ça dépend aussi de notre passé, ça dépend un peu de notre génétique aussi, des corps qui sont capables de tolérer plus vite des charges que d'autres. Comment cheminer ça dans la prise en charge, mais également dans la prévention des blessures. Je montre souvent un schéma au cabinet qui est le schéma de la quantification du stress mécanique qui a été imagé et démontré par la clinique du coureur. Euh, Cette codification du stress mécanique, elle porte son nom, c'est-à-dire quantifier les charges que tu mets sur tes tissus, en fait, sur les tissus du corps. La course à pied, c'est un sport d'impact voilà, qui est assez traumatisant. Et du coup, en gros,
il y a cette phrase où on dit: «Le corps s'adapte dans la mesure où le stress appliqué n'est pas plus grand que ses capacités d'adaptation». Mmh. C'est-à-dire qu'il y a une ligne rouge en gros. Les tissus, si on fait ce schéma, j'essaie de le faire, comme ça par oral, il y a une ligne rouge, c'est la capacité maximale d'adaptation que les tissus du corps peuvent tolérer. Si un stress mécanique, donc une contrainte vient faire vient mettre une force, un stress plus fort que ce que ces tissus peuvent tolérer, c'est là où il y a un problème. Donc généralement, il y a de la douleur, ou il y a de l'œdème, ou il y a ce genre de choses. Généralement, c'est de la douleur. À partir de là, donc si tu as une douleur, je disais au début, prendre au sérieux une douleur rapidement, d'essayer de comprendre pourquoi. Euh, Là, on est dans le juste parce que tu peux très vite adapter. Euh, et du coup, c'est de jouer, c'est-à-dire que comment s'améliorer? Ben, il faut partir assez bas dès qu'on débute quelque chose dans sa pratique. C'est clair qu'il faut pas, je débute la course à pied, je m'en vais faire 10 kilomètres. Ça passera peut-être chez certains, ça passera pas chez d'autres. Il faut voir d'où on vient, il faut mettre une charge, voir les réactions du corps pendant, après, le lendemain. C'est-à-dire que les signaux doivent être ouverts. S'il n'y a pas de douleur pendant, après, le lendemain, c'est que la charge, elle était soit insuffisante, soit elle était correcte. Dans tous les cas, on peut se permettre de se dire, OK, là, ça a été, je peux la prochaine fois augmenter un petit peu plus ma charge. Mais quand je dis un petit peu plus, c'est vraiment un petit peu. Généralement, il ne faut pas doubler ou tripler directement. Chez certains, ils me disent, ouais, j'ai doublé. Pour moi, c'est progressif de doubler à chaque fois. Oui, c'est progressif, mais plus le gap il est grand, plus tu prends le risque de pas, parce qu'on ne sait pas où est cette capacité d'adaptation maximale. Donc, plus tu prends le risque en fait de la dépasser. Tandis que tu augmentes, tu pars très bas, tu augmentes progressivement petit à petit. Peut-être qu'au début, tu es parti trop bas, mais à un moment donné, tu vas être dans la bonne charge, dans le bon dosage. Et puis, à partir de là, à chaque fois, augmenter, augmenter. S'il y a un des signaux qui est au rouge, donc une douleur pendant, après, le lendemain, bah, tu reviens, tu fais une pause, tu reviens un petit peu en arrière, un palier où tu n'avais pas ça, tu restes là pendant une, deux, trois sorties, puis tu réaugmentes un petit peu, de manière à progressivement repousser cette ligne rouge, cette capacité maximale d'adaptation. Mmh. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, et pour reprendre la figure du QSM avec la ligne rouge, donc j'ai dessiné sur mon petit carnet comme ça, je pouvais justement me la représenter. Cette fameuse quantification du stress mécanique, c'est pas une valeur, c'est une perception finalement enfin c'est une perception de la charge de l'entraînement qu'on doit mesurer nous-mêmes, et puis c'est le lendemain qu'on va pouvoir se donner cet auto-feedback pour savoir comment est-ce que c'était, si c'était trop ou pas assez. Effectivement, ouais. Le lendemain, alors le lendemain, ça veut dire que ça a bien été durant la séance. Si durant Absolument, une hein. séance en course à pied, tu as mal, c'est que là, tu te dis, une petite lumière doit s'allumer en disant, bah tiens, là, je suis en train de dépasser ce que mes tissus, je sais pas moi, du genou, de la cheville, du tendon d'Achille peuvent tolérer. Mhm. Ça, c'est pendant. Si ça se passe bien durant, et c'est vrai que c'est souvent le cas, c'est que pendant un effort, ça va bien, le soir même, ça va tout bien, puis tiens, le lendemain, il y a une douleur. Là, c'est peut-être se dire, tiens, ce que j'ai fait hier, c'était un petit peu trop pour moi. Donc la prochaine fois, je fais un petit peu moins. Et le problème, c'est que beaucoup de gens n'ont pas très envie ou n'ont pas les connaissances, ou n'ont pas la motivation de se dire, tiens, je joue avec cette quantification. C'est-à-dire qu'ils font une pause, puis ils refont ils remettent la même charge, des fois un peu trop rapidement. Et à chaque fois qu'on dépasse cette ligne rouge, hein, sur le schéma, à chaque fois qu'on la dépasse, si on veut, la tolérance, on parle de mésadaptation, c'est-à-dire que la ligne rouge, elle aura tendance à diminuer. Mhm. Les tissus du corps, ils se fragilisent. Puis à un moment donné, c'est la plupart du temps, les gens qui disent non d'une pite, moi j'en fais de moins en moins, j'ai de plus en plus mal. Ouais, parce qu'à chaque fois, on est allé taper dans la douleur sans quantifier correctement pour repousser un peu cette capacité maximale. Et du coup, bah, on a affaibli le système. Mhm. Ah, ça c'est clair, ça c'est vraiment qu'on est. Non, enfin, on a non seulement dépassé la ligne rouge, mais comme tu dis très justement, on est en train de casser encore plus la mécanique. Si on reste là-dedans justement, est-ce qu'il y a des types de blessures ou de sensations qu'il faut vraiment prendre au sérieux directement? Non, pas une plus que l'autre, je dirais, étonnamment.
Pour moi, du moment qu'il y a une blessure, quelle qu'elle soit, il faudrait voilà, l'analyser. Il faudrait essayer de comprendre. Après, en course à pied, sur ces pathologies que je parlais au début, il y en a aucune qui sont des urgences vitales, tu vois. Mhm. Je veux dire, on est dans de la surcharge, ça fait mal, on s'affaiblit. Plus on attend, plus on prend le risque d'aggraver une douleur. Mais voilà, on n'est pas dans le cas de quelque chose de vital. Donc il n'y en a pas une pour moi qu'il faut prendre plus au sérieux que d'autres. Mhm. Bon, c'est déjà une bonne nouvelle. Si on se projette dans le cas d'une consultation, donc tu m'annonces la mauvaise nouvelle, j'ai un syndrome de l'essuie-glace, admettons. Comment se passe la gestion post-diagnostic? Est-ce que je vais devoir arrêter de faire du sport? Alors ça, non. La plupart du temps, non, et c'est ce que je mets beaucoup, beaucoup en avant, contrairement à des collègues ou d'autres thérapeutes qui ne sont pas forcément sportifs en soi ou qui ont pas ces connaissances que j'ai ou que d'autres collègues ont, là, liées aux formations continues. C'est-à-dire que non, il faut surtout pas, arrêter complètement. En tout cas, sur du moyen terme, je dirais. C'est clair que dès qu'il y a une douleur, tu as très mal au genou. Là, tu me donnais le syndrome de l'essuie-glace. Ça te fait très mal au genou et que même sans aller faire de sport au quotidien pour ton travail, pour tes déplacements, tu as mal au genou. C'est sûr que c'est pas là qu'il faut aller faire du sport. Mhm. Hem, mais par contre, sitôt que ça va mieux au quotidien, il faut reprendre. Il faut reprendre. Pourquoi? Bah, de nouveau, dans ce souci de quantification du stress mécanique, il faut aller remettre un petit peu des stimulations sur ces zones-là, pour que, ben, finalement, les structures, elles se renforcent, elles s'adaptent et puis pour qu'on puisse repousser cette capacité maximale d'adaptation dont on parlait avant. Et ça, c'est pas en faisant rien que ça se passe. Je parlais avant, dès qu'on dépasse souvent la ligne rouge, eh ben, on mésadapte, donc les tissus se fragilisent. Dès qu'on fait rien, la ligne rouge, elle diminue aussi. Les tissus, ils se fragilisent aussi. En tout cas, ils se renforcent pas et ça, c'est pas bon. Donc, très rapidement, dès qu'on peut, soit continuer une activité, mais en diminuant la charge, soit on fait une courte pause parce que quotidiennement, ça se passe pas bien, et cetera. Mais dès qu'il y a plus de douleur, reprendre quelque chose pour remettre des contraintes, ça sera super important. Et beaucoup, beaucoup de professionnels de la santé, voilà, que ce soit physio, médecins, vont prescrire généralement des repos trop stricts et trop longs, selon moi. Généralement, on va dire à quelqu'un qui se fait syndrome de l'essuie-glace ou qui a une tendinite à quelque part, écoute, il faut que tu fasses 6 semaines d'arrêt total de sport. On le balance comme ça, mais peut-être que cette personne, elle doit faire juste 4-5 jours d'arrêt, et puis ça ira mieux. Et puis là, si elle peut déjà reprendre, c'est tout ça de gagner pour améliorer la situation. 6 semaines d'arrêt, c'est long, donc le corps, il se déconditionne vite. Et le problème, c'est que dès que ça va mieux, c'est clair que ça ira mieux, l'irritation, vu qu'il n'y a plus de stimulation. Mais dès que la personne elle dit, ben, ça fait 6 semaines que ça fait, je sais pas moi, j'ai fait 6 semaines d'arrêt, mais ça fait 4 semaines que ça va nettement mieux. Je peux enfin reprendre, j'ai le feu vert du professionnel. Et ben, on reprend, on est méga motivé, on reprend un peu trop fort et bam, ça revient. Mhm. Clairement. Et ça, là, tu as pris le cas de figure de quelqu'un qui serait potentiellement patient dans la récupération de sa blessure, mais Oui, il faut aussi partir du principe qu'il y a des gens qui refusent de s'arrêter quand même le diagnostic est posé. Et puis, j'en viens là au point, enfin, aux problématiques, ou en tout cas au thème des antidouleurs. Des antidouleurs pour pouvoir continuer à ah pratiquer, ouais, continuer à faire du sport. ouais. C'est le gros. C'est très fréquent, hein, ça. Tu vois, à l'heure actuelle, on a beaucoup de pression bah, des réseaux sociaux, il y a beaucoup de courses, les gens ils se mettent beaucoup de challenges, donc ils ont une, deux courses ou plus où c'est des objectifs. Et sitôt qu'il y a une douleur, ben, c'est admettre qu'il faut peut-être ne pas participer à une ou deux courses, revoir un peu son plan d'entraînement. euh, ou il y en a qui veulent juste courir parce que voilà, ils ont beaucoup de soucis au quotidien, ils veulent se libérer. Et sitôt que tu lui dis, bah, il y a une douleur, déjà, beaucoup de gens ont peur qu'on leur dise d'arrêter totalement.
Or, Mhm. c'est ce il faut pas faire ça. Mais c'est clair qu'il y a une adaptation à faire. On peut pas continuer sur le même trend avec une douleur. Et il y a pas mal de gens qui veulent pas entendre ça et puis qui continuent. Donc, ils prennent des antidouleurs, des anti-inflammatoires. Le problème, c'est que ça calme, effectivement, ça agit, mais ça veut pas dire que le stress mécanique sur la zone n'est pas là. C'est Mhm. juste que en fait, c'est camouflé. Et puis du coup, ben, en fait, on va faire un effort, on va pas avoir la douleur parce qu'on est sous médication, mais la ligne rouge, elle est peut-être largement dépassée par l'effort, par la charge. Et puis du coup, ben, on continue de se fragiliser. Mm. On en revient à cette fameuse ligne rouge, justement, où le seuil, il diminue progressivement. Enfin, moins on en fait, plus on est encore fatigué. Exactement, ouais, Clairement. exactement. Clairement. Si on part peut-être sur quelque chose de plus réjouissant, les quelques fois où je me suis blessé, je suis allé chez des ostéopathes et des physiopathes qui me donnaient des exercices à faire à l'issue des séances. Et puis moi, j'avais des étoiles dans les yeux. J'étais profondément convaincu quand j'allais leur dire que j'allais faire les exercices qu'ils allaient me donner, que je les ferais. Et force est de constater que je les ai très très rarement faits. Pour le côté vraiment prévention, qu'est-ce que je peux faire, moi, en tant que coureur, que ce soit de la course à pied ou du trail, pour éviter de me blesser? Alors, tu as parlé de cette notion de progressivité, bien évidemment, Mhm. mais j'imagine qu'il y a des choses qu'on peut faire aussi au niveau de notre corps pour éviter des déséquilibres et puis éviter justement des suramplitudes ou des surutilisations. Ouais, c'est un peu compliqué parce que ben, chacun est un peu différent, donc je ferai pas forcément de généralité là-dessus. Le numéro un, tu l'as dit, on l'a dit avant, c'est la progressivité. Mhm. Ça, c'est le numéro un. C'est s'il y a vraiment une charge mise progressivement sur le corps, là, quel que soit le sport, finalement, quelle que soit l'activité, on minimise le risque de se faire mal. Mhm. Ça, c'est évident. On va s'améliorer, on va se renforcer, puis progressivement, les tissus vont s'adapter et ils vont pas entrer dans l'irritation. Ou si on fait quelque chose, puis on change absolument rien à sa pratique, là, donc on fait, je sais pas, tout le temps le même nombre d'heures d'efforts, etc. Là, on prend pas beaucoup de risques de se blesser, bien que des fois notre capacité du corps, elle peut être moins présente, et c'est-à-dire qu'on peut faire la même activité depuis plusieurs semaines, on s'est jamais fait mal, puis tout à coup, avec l'activité en question, sans avoir augmenté quoi que ce soit, on se blesse, on se fait mal, parce que notre corps est peut-être moins capable de tolérer ça parce qu'on est plus fatigué, etc. Et je dirais donc, progressivité, c'est vraiment le truc qui permet d'aller le plus loin possible de manière protecteur. Après, bien sûr que du renforcement, d'amener quelles que soient un peu les activités en question, mais si on se focalise sur la course à pied étant un sport d'impact qui est très traumatisant, bah, si on peut amener la musculature, les tissus du corps à un peu tolérer ces impacts sans impact, donc par du renfort, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Mais le problème, c'est qu'il faut le faire de manière très régulière, très régulier. Faire une fois du renfort, puis faire 4 semaines de pause entre deux, ça vaut pas la peine. Je dirais en tout cas une fois par semaine, c'est déjà pas mal. Après, on peut, au cas par cas, en fonction des patients, des antécédents qu'ils ont eus, il faudrait consulter quelqu'un qui puisse pas mal aiguiller, mais cibler du renfort plus spécifique sur telle partie ou telle partie. Mais là, on amène de nouveau de la tolérance de manière progressive aussi, et puis on va peut-être agir un peu plus sur la prévention des blessures. Après, sur ce qui est peut-être exercice de mobilité, maintenir de la mobilité, c'est toujours intéressant, de la mobilité articulaire. Donc tout ce qui est, par exemple, faire du pilate ou du yoga ou des exercices, c'est intéressant, vraiment de mobilité articulaire, je trouve moi assez intéressant. Le volet après étirement, stretching, à l'heure actuelle, il n'y a rien trop qui prouve que le fait de s'étirer va être préventif sur les blessures.
Ouais, et ça, c'est pourtant quelque chose, pour avoir fait du foot dans ma plus tendre enfance, on nous disait très régulièrement, enfin, on finissait de s'échauffer, bam, il fallait s'étirer les genoux, Ouais, etc., les bras. exactement. Donc après, je me suis pas blessé, effectivement, il y a des gens qui disent que ça leur fait du bien, mais après, chacun est un peu maître de ce qu'il fait quand il fait des étirements. Ouais. Ouais, ouais, ça peut faire du bien, c'est clair, hein. Peut-être voilà, il y a des gens qui ont besoin. Moi, quand je faisais du hockey sur gazon avant, c'est vrai que si je m'étirais pas, j'étais pas très bien, mais je pense que c'était mental. Mm. Je pense que c'était plus mental sur un peu ma perception du corps et puis du coup mentalement, je me disais: «Ah tiens, c'est bon, je suis un peu activé». Alors qu'on faisait des étirements un peu olé olé quoi. Mhm. C'était tirer, 2 secondes sur la cuisse, 3 secondes sur l'autre et puis, Mm. 2 secondes de mollet, puis c'était bon en fait finalement. Donc je pense qu'il y a plus un volet mental. Ouais. Après, il y a des sports en question où c'est intéressant d'avoir un petit peu d'étirement avant la pratique, comme l'escalade par exemple ou la gymnastique. Mais voilà, ça c'est un autre sujet après, mais d'être un petit peu plus mobile et souple pour certaines pratiques, ça peut être intéressant. Mm. Si Mais on, pas pour la course à pied. ouais. Si on prend ton expérience de sportif de compétition, donc la première fois qu'on a discuté, tu m'as dit que tu étais papa d'un jeune enfant. Donc tu travailles à plein temps, t'es papa, t'es marié, enfin je sais pas si t'es marié, mais en tout cas t'as une vie de famille. Au niveau de la pratique sportive, entre le sport 6 à 7 jours par semaine, donc quasiment tous les jours, les étirements, les consultations au cabinet, comment est-ce que tu as débuté ta pratique? Alors tu disais que tu avais fait du hockey sur gazon, donc j'imagine que tu as toujours passablement bougé. Mais au niveau de ta progressivité à toi, comment est-ce que tu t'y es pris? Comment est-ce que tu conseillerais quelqu'un qui se retrouverait dans ta situation, bah, toi, quand tu as débuté la course à pied ou peut-être le trail, comment est-ce que tu conseillerais de te structurer pour arriver à pratiquer ta nouvelle activité favorite sans te blesser? Hem, ouais, bah, c'est vrai qu'il faut voir le temps qu'on peut y consacrer. Je pense qu'il y a des priorités dans la vie. Et puis c'est vrai que, bah, pour moi et peut-être pour beaucoup, beaucoup de gens, je pense qu'après le sport, c'est pas forcément la priorité, numéro 1. Donc voir le temps qu'on peut y consacrer. À partir de là, après, ça dépend aussi de qu'est-ce qu'on a pu faire dans sa vie comme activité en question, comme sport, quel bagage on a en fait finalement, qui nous permet de se dire: «OK, moi j'ai quand même fait pas mal de sport, avant de commencer la course à pied par exemple. Je pense que je suis capable de courir plus que 3 fois 1 minute, à l'heure actuelle, sans me blesser». Donc avoir un peu propre à chacun. Mais c'est vrai que moi, quand j'ai commencé la course à pied, j'ai toujours couru un petit peu, mais de manière un peu aléatoire en parallèle du hockey sur gazon. Euh, et du coup, quand j'ai fait que de la course à pied depuis la naissance en fait de mon fils, euh, je, j'allais courir 2-3 kilomètres au début. Fondamentalement, ce que je faisais un peu durant ma pratique de hockey sur gazon. Mm. Et à partir de là, je me suis dit: «OK, bah, voilà, ça va, pas mal, je vais bien». J'allais peut-être 2-3 fois par semaine. J'ai commencé à augmenter un peu en me focalisant plutôt sur le volume et puis après j'avais lu pas mal de trucs, j'ai fait toutes des formations donc je me suis assez vite, intéressé à l'aspect physiologique et aussi augmenter, comment s'améliorer donc mettre de l'intensité et cetera. Et puis, eh ben, vraiment, il y a toujours eu cette notion liée probablement à ma profession, hein, mais à cette notion de progressivité. Donc pour moi, c'était pas très dur de me dire, j'en fais un peu Mm. plus de kilomètres à chaque fois. Après, j'ajoute de l'intensité, je rajoute du dénivelé. Et puis ça s'est bien passé, pas toujours bien passé. C'est vrai que j'ai eu une douleur au genou l'année passée, là, au mois de mars l'année passée, hein, un syndrome d'essuie-glace. Justement, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ben, j'avais j'étais bien, je veux dire, il y a pas de souci, mais c'est juste que j'ai voulu faire un peu on est un peu tous cons, hein, dans dans la vie et du coup, ben, moi le premier, j'ai voulu faire mon record, d'un 5 kilomètres sur tapis de course parce que je gardais mon petit à la maison, puis il pleuvait dehors et puis je me dis: «Bah, tiens, je vais essayer de battre mon record d'un 5 kilomètres» et mon corps n'était pas du tout, capable de tolérer, une
assez haute vitesse sur tapis de course pendant 5 kilomètres, pendant plusieurs minutes du coup. Et du coup, ça m'a irrité le genou. Mhm. Et puis, ben, j'ai pas pris au sérieux cette douleur tout de suite, en me disant ça va aller justement. Ben, comme je dis, hein, depuis, je fais plus gaffe, je suis encore plus alerte avec mes douleurs, mais j'étais un peu le cordonnier le plus mal chaussé là. Et du coup, ben voilà, ça c'est arrivé au fait que j'ai dû vraiment reprendre une quantification du stress très très basse où j'allais courir très peu et j'ai remis en charge progressivement et en 5 semaines j'ai pu régler le truc. Mais voilà, pour répondre à la question de base, j'ai réussi assez facilement à mettre de la charge de plus en plus. Et quelqu'un qui débute la course à pied, ben, il regarde le temps qu'il peut mettre. Est-ce qu'il peut aller courir une fois, deux fois, trois fois, quatre fois dans la semaine? Et puis, progressivement, faire une sortie en fonction de son niveau de base. Et puis, analyser un petit peu, est-ce que cette sortie-là, elle était suffisante? Est-ce qu'elle était trop ou est-ce qu'elle n'était pas assez? Et puis, en fonction de là, ben, de réduire ou d'augmenter un petit peu la charge. Et puis, ben, je conseille assez souvent aux personnes qui sont assez motivées d'aller courir régulièrement finalement, de peut-être de se tourner après vers un coach. Mhm. Ça peut être juste spontané au début pour mettre en place quelque chose et après il y a moins besoin. Mais c'est toujours intéressant d'avoir quelqu'un qui permet justement d'aiguiller, de mettre sur la bonne voie par rapport à sa forme de base. Mhm. Tu donnes. Alors, tu dis. T'as dit au début de la discussion, t'étais pas un coach. euh, D'ailleurs, tu l'aurais dit encore maintenant. Mais néanmoins, tu donnes quand même des. Enfin, tu partages tes conseils sur les réseaux sociaux. Et tu donnes également des conférences, dont une il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, avec un hélicoptériste. Ou, alors, j'imagine qu'il n'est pas Ah, pilote d'hélicoptère, mais il est sauveteur. il est pilote, oui. Ah, il est C'est pilote. vendredi. On Ok. fait ça vendredi. Oui. Donc, vous donnez des conférences bah, spécifiquement, j'imagine, liées au sport. De quoi il s'agit? Alors là, bah, c'est un peu comme ce soir. Je le connais bien. Et du coup, lui, il est aussi coach en fait. Il est aussi coach. Donc, on s'était dit, tiens, mais si on faisait pas une conférence pour discuter justement de la prise en charge et de la prévention des blessures en course à pied. Mm. Et du coup, c'est fondamentalement ben, essayer de nouveau, dans cette optique-là, de donner des messages de quoi faire pour ne pas se blesser ou quoi faire si on a une blessure, une douleur, pour qu'on puisse s'en sortir le plus rapidement possible. Mm. On rigole souvent, enfin moi je rigole souvent, c'est que par tous ces conseils, en fait, j'essaye d'avoir moins de patients au cabinet finalement. Si les gens peuvent, donc en fait, c'est pas à mon avantage, mais comme je dis, bah moi le premier, vu que je me suis fait mal l'année passée par exemple, on aura toujours du travail quand même parce qu'on est tous un petit peu bornés. Mais voilà, c'est vrai que l'idée, c'est plus il y a de messages chez les gens, chez les coureurs ou les sportifs, de quoi faire pour pas ou quoi faire si on est blessé, mieux ça sera. Moi, je serais content. Mm. Donc, cette fameuse conférence aura lieu le vendredi 19 avril, c'est ça? Ouais, on fait le 19 avril à Sion Mhm. et si ça marche bien, c'est un peu un essai parce qu'on n'est pas, c'est assez nouveau de faire ça comme ça. On va peut-être la refaire lors d'un événement là, de la Run to Head Mhm. fin mai. Et puis après, bah, si on voit que ça marche bien, que les gens sont contents, et on peut être amené à refaire ça ou sur d'autres sujets après. Je voulais juste mettre un truc, c'est que j'essaye de mettre en place, ça sera peut-être pour cet été, si ça intéresse des gens, des sortes de tables rondes en fait par Zoom entre plusieurs professionnels de la santé donc de professions différentes sur un sujet en question. Et on serait deux, trois, quatre professionnels de la santé ou professionnels de la course, que ce soit des coureurs amateurs ou des coureurs élites ou des coachs. Puis on discute de sujets et puis les gens peuvent se connecter en fait, poser des questions sur le chat, un peu fonctionnement de Zoom. Et puis après, on peut répondre aux questions. Ce sera par exemple des sujets comme par exemple la pression des réseaux sociaux et des clubs de course et de l'entourage sur ses performances et sur son activité, ce genre de choses. Où là, il y aurait un coach, une psychologue qui parle, et un athlète, et puis qui discute en fait sur ce sujet-là.
Ça, j'aimerais bien faire 4, 5 tables rondes comme ça étalées sur l'année. Mhm. Et comment est-ce qu'on peut savoir quand elles auront lieu, ces fameuses tables rondes? Alors, je communiquerai pas mal sur Instagram, en fait, sur les réseaux sociaux. Ok, je mettrai le lien vers ton Instagram dans la description de Si l'épisode. jamais, comme ça, si ça intéresse des gens, là, il y aura les infos. Pour l'instant, c'est en construction. J'ai un peu avancé de mon côté sur comment manager la chose. J'espère que d'ici l'été, on peut faire le premier truc. En tout cas, il y a pas mal de gens qui répondent positivement, pas mal de professionnels de la santé, de coureurs qui sont assez motivés à donner leur expérience, leur avis sur ces thématiques-là. Et puis, du coup, ça peut donner un truc pas mal sur ça. Et puis que les gens, s'ils ont des questions, après, qu'ils n'hésitent pas à demander. C'est excellent. Je mettrai le lien vers ta page Instagram dans la description de l'épisode, comme ça les gens pourront s'abonner et puis savoir quand aura lieu ta prochaine conférence, donc déjà au niveau de la prise en charge des blessures et puis cette table ronde qui m'intéresse grandement en tout cas. Cool, ça marche, merci. Je te remercie infiniment d'avoir accepté de parler avec moi de cette fameuse prise en charge des blessures et de cette quantification du stress mécanique. Mais merci à toi pour l'invitation. Et puis, qu'est-ce que tu nous prépares comme course ces prochains temps, dis-moi? Là, j'ai les 20 kills de Lausanne. Ah. Pas ce week-end, celui d'après. Mhm. Et puis après, il y a la saison des trails qui vont commencer avec plusieurs trails, 30 km, j'ai un 40 km au Grammont. Mhm. Et puis j'ai un projet perso, c'est de partir de chez moi et puis d'aller me baigner au lac en passant à travers les montagnes. Donc j'ai un tracé, j'ai fait un itinéraire de 100 km avec 5000 de dénivelé. Et puis ça serait un peu le projet marrant de l'été. De se lever puis d'aller jusque là-bas en fait à travers les collines qu'il y a derrière chez moi. On va suivre ça de très près en tout cas. Je te souhaite une super préparation et encore merci. Michael. Merci à toi. À très bientôt. Ciao ciao. Si cet épisode vous a plu, merci de lui laisser un avis 5 étoiles et partagez-le avec vos amis et votre famille. Me laisser un commentaire, c'est m'offrir l'occasion de m'améliorer pour continuer à être écouté par vous. D'ici la publication du prochain épisode, vous pouvez retrouver mes aventures sur le compte Instagram podcast Au-delà du mur. Portez-vous bien, allez à très vite, ciao!